Dialogue avec le gouvernement, c'est le deuxième rendez-vous que le service d'information du gouvernement et la RTB, Radio-Diffusion et Télévision du Burkina, vous proposent. Et pour le plateau de ce soir, je suis en compagnie de Mme Assetou Bado, des éditions Sidoya, et de Prosper Da, de la Radio-Diffusion du Burkina. En octobre, l'événement qui mobilise tout le monde, aussi bien les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les politiques, c'est incontestablement la rentrée scolaire. Et depuis début octobre, les classes ont repris vie. Les écoles déroulent le programme de l'année scolaire 2013-2014. La particularité cette année, c'est la mise en œuvre du continuum préscolaire, primaire et post-primaire, 3 ordres d'enseignement placés sous le pilotage du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui hérite donc de nouveaux portefeuilles. Ce deuxième numéro de dialogue avec le gouvernement est consacré en grande partie à cette innovation, à cette mise en œuvre de la réforme de l'éducation qui veut que l'éducation de base s'étende du préscolaire au post-primaire. Et notre invitée ce soir est tout naturellement Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Koumba Bolibari. Madame le ministre, bienvenue sur ce plateau de dialogue avec le gouvernement. Merci. Et avec vous ce soir, et avec l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de la RTB, nous allons aborder toutes les questions liées au continuum. Pourquoi le continuum, le processus de mise en œuvre du continuum et bien d'autres questions relatives à l'éducation. L'ensemble des préoccupations du monde éducatif sera abordé ce soir. Bienvenue donc à cette émission. Et nous sommes ensemble pour 90 minutes environ, le temps d'un match de football, même si dialogue avec le gouvernement n'en est pas un, mais avec au bout toutefois. C'est la victoire donc de l'éducation pour le progrès et le bien-être du Burkina et des Burkinabés qui est attendue. Dialogue avec le gouvernement est une émission interactive, on l'a rappelé ici. Vos questions sont les bienvenues. Nathalie Kaoré se fera le plaisir donc de les recenser et de nous en faire la synthèse tout au long de l'émission. Bonsoir, chers auditeurs et chers téléspectateurs de la RTB, puisque nous sommes toujours dans la ferveur de la rentrée scolaire et avec la réforme du système éducatif, cette émission avec le MENA était très attendue par les Burkinabés. Ils ont appelé, ils ont posé des questions, ils ont soulevé des préoccupations dont je vous ferai part dans quelques instants. Pour commencer, Madame le ministre, comment va le ministère de l'Éducation nationale? Vous devez vous sentir sans doute débordé avec les piaillements, des caprices, des mômes du préscolaire, mais aussi avec des adolescents difficiles, de nature rebelle, du post-primaire. Comment vous sentez-vous avec tout cela? Merci et bonsoir, Madame et Messieurs les journalistes. Bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais tout simplement d'abord remercier la télévision nationale pour cet honneur vraiment qui m'est fait de venir aujourd'hui et de partager avec l'ensemble du peuple burkinabé certaines informations concernant à la fois la rentrée éducative, mais particulièrement en ce qui concerne les enjeux du préscolaire, du post-primaire aussi qui ont été transférés au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En tout cas, nous sommes toujours disponibles et c'est juste vraiment pour vous remercier encore pour cet espace qui nous a été donné. Oui, c'est la rentrée et c'est une très belle rentrée qui a été organisée. J'avais eu l'occasion déjà de le dire sur votre plateau. Nous l'avons organisée dans une très belle ville, c'est la ville de Gossy, où la population s'est très fortement mobilisée pour nous accueillir et organiser bien sûr cette rentrée éducative.
Il faut reconnaître que nous avons la chance, bien sûr, d'avoir, comme vous dites, à la fois des tout petits, voilà, parce que vous savez, le jour de la rentrée... Déborder, vos problèmes multipliés par 3? Non, pas du tout. Je pense aussi qu'il faut voir le transfert, pas seulement en termes à la fois de difficultés ou de défis, mais il faut aussi le voir en termes de potentiel et en termes d'excellentes perspectives pour le Burkina Faso. Et c'est plutôt sur ce saut-là que nous mettons à la fois cette rentrée, mais que nous mettons particulièrement, en tout cas, cette dimension de transfert du préscolaire au post-primaire. Parce que nous allons avoir l'opportunité d'en parler. Pour nous, c'est une orientation d'abord stratégique au niveau du gouvernement. Ce n'est pas seulement le MENA, mais c'est une décision gouvernementale et vous savez très bien d'où elle vient. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Peut-être nous commençons par l'état des lieux de l'éducation de façon globale. Très bien. Oui, Madame le ministre, pour ouvrir ce volet, quel est à ce jour le taux de scolarisation au Burkina? On parle de taux brut, de taux d'achèvement. Quels sont les chiffres à ce jour pour éclairer les auditeurs et les téléspectateurs? C'est vrai qu'il faut reconnaître aujourd'hui que certains indicateurs, par exemple comme le taux brut de scolarisation, est autour de 82%. Ce qui est surtout important, c'est ce taux brut de scolarisation, mais surtout le taux brut de scolarisation aussi des filles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes presque à la parité. C'est vraiment de l'ordre de 100 garçons pour 99 filles. Donc, l'indice de parité est à 0,99%. Ça veut dire tout simplement que dans très peu de temps, et il y a déjà beaucoup de régions qui ont atteint cette parité-là. Et ça, pour nous, c'est un indicateur aussi de qualité. Nous avons fondamentalement évolué aussi sur le taux d'achèvement qui aujourd'hui se situe autour de 65%. Et ça, je crois que c'est une performance extraordinaire aussi du système éducatif burkinabé. Concrètement, taux brut de scolarisation, 32%, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les statistiques? C'est ça. Si vous prenez 100 sur 100 élèves qui doivent aller à l'école, vous avez au moins dans les 80% qui y sont, plus de 80% qui y sont. Et ça, c'est aussi important. Si vous prenez le taux d'achèvement, c'est sur une cohorte que c'est souvent calculé. Vous prenez sur une cohorte, par exemple, de 1000 enfants qui entrent, vous êtes sûr et certain qu'au moins sur la centaine, 65% déjà du CP1 qui entrent au CP1, au CM2, ils sont 65 à arriver. Et ça, je pense que c'est aussi important de le dire parce que c'est surtout sur la durabilité et c'est là où on arrive surtout à s'assurer que la majorité des enfants qui entrent en classe, y restent. Parce que très souvent, malheureusement, il y a énormément qui y entrent, mais il y a beaucoup qui n'atteignent même pas les 6 ans de scolarité avant d'être renvoyés ou tout simplement d'avoir abandonné. Et donc ça c'est vraiment, le taux d'achèvement, c'est vraiment l'indicateur surtout de qualité des apprentissages. Madame le ministre, quelle est la part des écoles coraniques et des systèmes de cours du soir et autres? Est-ce que vous avez pris tout cela en compte dans vos calculs? Absolument. Il faut reconnaître parce que pour nous, ce qui est aussi important, le système éducatif aujourd'hui, la façon dont nous le concevons, c'est un système éducatif inclusif. C'est-à-dire que tous les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Parce que quand on dit éducation de base, ce n'est pas seulement l'éducation ou ce n'est pas l'enseignement formel. C'est aussi les tout petits qui ont justement de 3 à 6 ans, mais c'est aussi ces petits qui doivent aller à l'école primaire, mais c'est aussi ce public de type informel qui a la chance d'avoir des espaces comme les écoles coraniques ou les médersa pour pouvoir aussi apprendre à partir de la langue arabe, mais ensuite d'avoir d'autres types de médiums d'apprentissage comme le français
Et nous avons décidé, pour améliorer aussi ces apprentissages-là, d'y mettre des contenus de pré-professionnalisation. Et ça, pour nous, c'est vraiment aussi s'assurer que chaque enfant burkinabé, quel que soit le biais par lequel il démarre son apprentissage, qu'il puisse avoir au moins des acquis au niveau de ses apprentissages. Vous prenez le non formel, c'est plutôt des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école ou qui tout simplement ont abandonné très tôt. Et ces enfants aussi, et ces adolescents, nous leur donnons des espaces d'apprentissage qui sont appelés les centres d'éducation de base non formels. Alors, sur ce chapitre des statistiques, est-ce que le Burkina sera au rendez-vous des OMD? Comme on le dit, 2015, c'est pour bientôt. C'est vrai. Alors, quelle sera notre place? Oui, en tout cas, nous rêvons, et j'aimerais bien que vous puissiez rêver avec nous, parce que nous avons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et avec l'ensemble des acteurs du système éducatif, décidé que 2015, nous allons avoir nos 100% de taux de scolarisation au Burkina Faso. Et je pense que ça, c'est les objectifs de l'EMD, mais surtout que nous allons atteindre la parité. Vraiment, filles-garçons. Et là, je pense que nous sommes déjà sur la très bonne voie. Et je suis sûre et certaine que si la mobilisation que nous avons aujourd'hui au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les enseignants et les enseignantes, que ce soit le personnel d'encadrement pédagogique, que ce soit les partenaires techniques et financiers, je suis sûre et certaine que nous allons réussir ce pari. Madame la ministre, 65% des taux d'achèvement, est-ce qu'on doit s'en réjouir? Vous pensez que c'est satisfaisant? Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a encore des déchets. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est aussi important, il faut savoir d'où nous venons. Si vous prenez la perspective du plan décennal, vous savez, on était à peine à 30% au démarrage. Donc, si aujourd'hui nous sommes à 65%, vous avez vu, on a pratiquement doublé. Donc, c'est une performance extraordinaire parce qu'en 10 ans, nous avons pratiquement doublé ce taux. Et pour nous, c'est aussi ça, les résultats du PEDEB. Ça fait partie des indicateurs de performance de ce plan décennal. Je dis tout à fait, 65, on a encore d'autres enfants qui n'y arrivent pas. Et pour nous, c'est fondamental que nous puissions justement nous organiser pour nous assurer que cette qualité-là, elle se construise au fur et à mesure que nous avançons. Et c'est pour ça que d'autres mesures ont été prises justement pour améliorer la qualité des apprentissages. L'école est obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. C'est l'un des grands principes de la réforme. Comment prenez-vous en compte cette règle de droit? Est-ce que l'État se sent obligé de mettre forcément les enfants de la rue dans les écoles et prendre en charge leur éducation? Ou bien les enfants dont les parents éprouvent du mal, par exemple, à les scolariser? Est-ce qu'il faut des initiatives pour aller les sortir et puis aider ses parents à scolariser? Comment l'État prend en charge cette déclaration vraiment qui est une avancée? Très bien. Alors, pour nous, c'est vrai, par rapport à cette problématique de réforme du système éducatif, et particulièrement ce continuum que nous sommes en train de construire, la vision première de cette notion de gratuité, il faut inclure cette notion-là pour le gouvernement en disant tout simplement que quand on parle de gratuité, il y a un ensemble d'éléments qui concernent cette gratuité. C'est dans un premier temps de s'assurer que tous les enfants burkinabés, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, mais je dis bien les enfants, les adolescents aussi, mais aussi les adultes, parce que c'est ça l'éducation de base. Donc c'est tout ce public cible qui a le droit à l'apprentissage, que l'État puisse leur donner des opportunités d'apprentissage. Mais au-delà de l'État, et c'est ce qu'on dit, ce que nous disons aussi, l'État burkinabé ne peut pas tout faire. Et l'éducation, ce n'est pas seulement le gouvernement du Burkina Faso, c'est aussi l'ensemble de tous les acteurs de la société burkinabé. Et quand vous entendez parler de ce continuum, moi je suis fondamentalement rassurée parce que vous avez vu la mobilisation de la société burkinabé pour comprendre ce que ça veut dire ce continuum, ce que ça veut dire ce transfert. Oui, mais et c'est ça aussi. En quoi l'éducation est obligatoire? Oui, mais justement, en quoi l'éducation est obligatoire? C'est pour ça que la loi d'orientation, c'est une loi. Elle a été déjà promulguée depuis 2007. C'est une loi
qui dit, donc c'est les représentants du peuple burkinabé qui ont décidé qu'il faut absolument que l'éducation soit obligatoire, mais aussi gratuite. Et pour l'État burkinabé, c'est s'organiser, bien sûr, pour rendre opérationnelle cette loi et cette notion, bien sûr, de gratuité. Mais nous disons aussi que nous allons l'organiser, mais nous allons l'organiser de façon progressive. Aujourd'hui, très sincèrement, on sait très bien que tout ce qui concerne les manuels scolaires, tout ce qui concerne les fournitures, tout ce qui concerne aussi la prise en charge des enseignants et des enseignantes, ce sont des intrants qui sont mis, qui sont donnés, octroyés par le gouvernement du Burkina Faso pour que ces apprentissages-là s'organisent, y compris les cantines scolaires. Mais ce n'est pas, quand je parle de la prise en charge, bien sûr, des salaires des enseignants et des enseignantes, je le dis, aujourd'hui, on a l'impression que ça va de soi. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas vrai. Dans d'autres pays, dans d'autres contrées, les enseignants sont aussi, souvent une bonne moitié même des enseignants de l'éducation de base sont pris en charge par les communautés. Exactement. Donc, quand je dis en citant un ensemble d'éléments importants qui constituent des entrants fondamentaux, constituant vraiment cette notion de gratuité, je pense que ça vaut la peine de dire, en tout cas de reconnaître ce travail et cet effort important du gouvernement du Burkina Faso. Madame le ministre, alors dites-nous, vous avez cité les manuels scolaires, les cantines. Où en est-on à ce jour, la mise en œuvre de ces actions importantes du gouvernement qui a dû débourser des milliards pour cela? Est-ce qu'aujourd'hui, les vivres sont dans les écoles, les manuels sont distribués? Oui. Quand on sait qu'à la rentrée, souvent, il y a des enseignants qui sont obligés de dire à des parents d'aller chercher des cahiers parce que jusqu'à présent, les manuels ne sont pas disponibles. Est-ce qu'à ce jour, ça va, tout est en ordre? C'est vrai. Je peux vous dire, parce que nous avons fait d'abord en début octobre, vraiment au début donc de la rentrée, sur les 400 les circonscriptions d'éducation de base, nous avons pratiquement 300 où vraiment les fournitures scolaires et les manuels étaient déjà dans les salles de classe. Il faut reconnaître que l'autre centaine, c'était encore en voie de livraison. Mais ce que nous disons aussi, et ce qui est important, parce que nous avons encore une réunion le 26 pour faire le point avec l'ensemble des directeurs au niveau des régions, mais aussi les directeurs au niveau des provinces, parce que c'est comme ça que nous procédons chaque année. C'est-à-dire, en début de rentrée, nous faisons d'abord un premier point, mais aussi à la fin du mois d'octobre, nous rassemblons toutes les structures au niveau déconcentré pour qu'ils viennent avec les informations à la fois sur les cantines scolaires, à la fois sur les manuels, mais aussi sur les fournitures. Parce que nous avons aussi une stratégie que nous avons mise en place qui est, en fait, qui nous permet d'avoir des stocks de sécurité. Vous savez, par exemple, que les fournitures sont transférées au niveau des communes. Et comme nous transférons les fournitures au niveau des communes, il y a souvent des problèmes de passation de marché et les fournitures n'arrivent pas à temps. Le stock de sécurité permet tout simplement de couvrir assez rapidement. Nous allons permettre à Setou Badou de poser une question juste avant qu'on ait Nathalie Kaoré pour les questions des auditeurs et des téléspectateurs. C'est juste pour voir cette année, quel est le dispositif qui a été mis en place pour contrer la vente illicite de ces manuels-là, parce que c'est quand même une réalité. Et chaque année, ça revient. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et vous savez, le gouvernement du Burkina Faso travaille en synergie. Nous avons, avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce, justement initié des actions pour que leurs équipes aillent sur le terrain. Et je pense que, voilà, vous avez dû lire dans les journaux certains, en tout cas prestataires de services, certains commerçants qui ont dû même être pris sur les faits. Et pour nous, c'est dissuasif. Mais au-delà, nous avons aussi mis à contribution les inspecteurs techniques de service pour qu'ils fassent ce travail-là, vraiment de suivi et surtout d'identification pour s'assurer que les manuels qui sont organisés et qui doivent aller dans les circonscriptions d'éducation de base arrivent à la fois à temps, mais surtout dans les écoles. Donc c'est vraiment ce dispositif qui a été mis en place cette année.
Alors, nous allons, Madame le ministre, suivre les questions des auditeurs et des téléspectateurs. Les contacts sont ouverts depuis hier, on l'a dit en début d'émission. Nathalie Kaoré a certainement recensé un certain nombre de questions par rapport à cette rubrique. Nous suivons. Voilà, pour ce premier volet, nous avons reçu des appels venant surtout des enseignants et autres acteurs du système éducatif. La plupart vous félicitent pour cet exercice, mais en même temps, ils sont nombreux qui attendent de vous des réponses à leurs préoccupations. Alors, beaucoup de gens ont appelé souvent pour les mêmes préoccupations, donc nous avons essayé de synthétiser. Une des questions qui est revenue très souvent est la suivante. Madame le ministre, faites-vous régulièrement des contrôles sur la distribution des fournitures scolaires? Il y aurait des écoles qui en reçoivent rarement. Alors, y a-t-il une ségrégation entre les écoles dans la distribution de ces fournitures? À propos des fournitures, toujours, un téléspectateur de Bobo fait savoir qu'après votre annonce de faire venir les fournitures à temps, il constate que rien n'a été fait dans sa commune et les parents d'élèves étaient obligés de payer les fournitures. Et beaucoup d'enseignants veulent aussi savoir si les fiches qui ont été annoncées seront disponibles pour cette année. Monsieur Rasmane Ouedraogo, instituteur certifié à l'école Gorom Nord, fait savoir qu'au Sahel, le mariage précoce menace sérieusement le système éducatif. Il y a des écoles qui existent depuis plus de 20 ans, mais qui n'ont pas eu un seul élève qui a eu le BPC jusque-là. Et cela est dû aussi au bas niveau des enseignants. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le mode de recrutement de ces enseignants? Et ce téléspectateur ajoute qu'avec le passage automatique, autrement dit, avec le fait qu'on ne fait plus redoubler un élève, il y a un laisser-aller qui fait qu'on a beaucoup au primaire, assez au secondaire, mais pas assez au troisième cycle. Alors, est-ce que cela est un bon choix? Cela fait aussi qu'au CM2, le programme est trop chargé pour les élèves et au CEP, les sujets sont durs pour ces élèves qui sont arrivés au CM2 grâce justement au passage automatique. Et concernant justement l'examen du CEP, Mme Ouedraogo à Ouagadougou vous demande s'il est normal que des élèves aillent loin de chez eux pour composer alors qu'il y a des centres à côté de leur lieu d'habitation. Elle encourage cependant Madame le ministre pour l'introduction des langues nationales dans l'enseignement qui permet d'engranger de bons résultats. Et M. Richard Koulbego s'interroge sur l'adéquation profil qui ne serait pas une réalité dans le département de l'éducation nationale. À ce propos, il ne comprend pas pourquoi des agents formés pour enseigner dans les classes ou pour l'encadrement pédagogique se retrouvent être des chefs administratifs, des chefs de services administratifs, au détriment des agents régulièrement formés pour planifier et administrer le système éducatif. Alors, à quand la fin de cette pratique? Monsieur Daouda Tarnagda, enseignant en Manga, vous demande les sentiments qui vous animent suite au rapport des concours directs qui fait ressortir plus de 1000 postes non pourvus au niveau de l'enseignement, une preuve que les gens ne viennent plus dans ce métier par vocation. Un autre téléspectateur se préoccupe des classes vacantes dues au congé de maternité. Le MENA emploie beaucoup de femmes qui ont droit au congé de maternité, un congé qui est aussi source de vacances de poste. Alors, si l'on considère que l'éducation de qualité est votre priorité, ne conviendrait-il pas que des mesures allant dans le sens du contrôle de la procréation soient pensées, comme c'est le cas dans l'armée où le personnel féminin est soumis à des règles en matière de procréation? Et une autre personne a soulevé des préoccupations sur les affectations et la gestion du personnel féminin encore au MENA. Il ne comprend pas pourquoi un enseignant qui a fait plus de 10 ans dans une localité voit sa demande d'affectation rejetée, pendant que son collègue qui a juste 1 an de service obtient son affectation dans la localité souhaitée. N'est-il pas temps de mettre fin à ces pratiques qui créent des frustrations? Et au titre de la gestion du personnel féminin, il ajoute que les femmes sont affectées sans tenir compte de leur situation familiale. Elles sont souvent situées à plus de 500 km de la localité de leur mari. Alors, au regard de toutes les conséquences que cela peut engendrer, n'est-il pas judicieux de rapprocher les enseignantes de leurs conjoints?
Et selon M. Aris Sebgo Agawa, les cours du soir ont plus d'effectifs que les cours du jour dans certaines villes du Burkina. Que peut faire le gouvernement pour accompagner ce système-là? Enfin, M. Cheikh Ahmed Ouedraogo demande à quel moment les écoles seront dotées de cantines scolaires. Voici donc résumé les préoccupations des téléspectateurs pour l'instant. Je reviendrai à vous après. Merci Nathalie Kaoré. Madame le ministre, c'est vraiment une belle brochette de questions. Ça va un peu depuis donc, la question des manuels scolaires en passant par les affectations et la gestion des cantines. On peut avoir des éléments de réponse. Pour commencer, quel est le système que vous avez mis en place? Vous avez commencé à répondre à cette question justement. Comment faites-vous pour vous assurer que les manuels scolaires arrivent à bon port et à temps? Tout à fait. Voilà. Parce que la question est récurrente. Chaque année, on a toujours des blocages. C'est vrai. Il faut reconnaître que les fournitures scolaires, se constituent des éléments de transfert au niveau des communes. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous pouvons dire la plus petite commune du Burkina reçoit au moins 7 millions de francs CFA. Je dis bien la plus petite commune du Burkina reçoit au moins 7 millions de francs CFA, à la fois pour, bien sûr, l'achat des fournitures, pour le fonctionnement des différentes écoles, mais surtout aussi, souvent pour aménager, au cas où, par exemple, le vent viendrait décoiffer une école, et certaines, c'est même pour des constructions. Et j'ai dit, c'est vraiment le plus petit montant qu'on peut à une commune la plus petite. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas d'achat centralisé des documents pour être... Non. C'est plus le cas. Nous avons décidé, dans un processus de transfert, il faut responsabiliser les acteurs. Il faut faire confiance aux maires, il faut faire confiance aux structures locales. Mais quand on n'atteint pas les résultats, quand par exemple les problèmes sont récurrents. Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas acceptable. C'est juste pas acceptable qu'on dise c'est la rentrée, les gens ont reçu à temps des ressources financières pour disponibiliser à la fois les fournitures, les manuels, mais surtout aussi, de plus en plus, nous sommes en train de tendre aussi, en ce qui concerne les cantines scolaires, par exemple, nous sommes aussi en train de tendre vers la décentralisation de ces cantines scolaires, parce que c'est l'idéal pour nous, c'est que tout ça, tous ces intrants premiers soient gérés vraiment au niveau local. Nous avons une expérimentation que nous avons d'ailleurs démarrée cette année pour 300 écoles à qui nous remettons directement les ressources pour que ces écoles-là achètent directement les vivres et puissent nourrir à travers, bien sûr, les associations des parents d'élèves, à travers aussi les communes qui sont à côté et les enseignants qui sont autour de l'école pour constituer le COGES. Et c'est eux qui reçoivent ces ressources et qui vont organiser tout le processus d'achat, mais aussi de gestion. Donc, nous sommes dans cette perspective de décentralisation et de déconcentration des ressources au niveau du MENA. Maintenant, quand vous me dites que ça ne fonctionne pas, reconnaissons que ce n'est pas dans la majorité des communes que ça ne fonctionne pas. Et je vous assure que certaines communes, on est même très fiers du travail que certaines communes organisent. Vous avez un droit de regard. Absolument. Non seulement ces communes font des rapports pour nous dire voici nos rapports d'audit, mais au-delà, voici nos rapports aussi trimestriels en ce qui concerne la mise en œuvre et de ce que vous nous avez donné comme ressources financières. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Mais justement, les mauvais élèves, parce qu'il y en a aussi eu, et je vous assure, on vient de transférer il n'y a pas très longtemps voilà, quelque part où il y a eu justement des problèmes de mise à disposition en termes de qualité et de quantité de fournitures scolaires. Et on a transféré le dossier à l'ASE et le processus vraiment judiciaire est en train de se mettre en place. Mais c'est juste pour vous dire que ça fait partie aussi des problèmes en fait qu'il faut accepter. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter la décentralisation et qu'il faut arrêter de déconcentrer les ressources au niveau local. Parce que sinon, on va continuer à centraliser tout à Ouagadougou,
ou à bobo, et je vous assure qu'on n'atteindra jamais non plus nos objectifs. À extirper les brebis galeuses. Exact. Et il faut surtout que ces dispositifs de contrôle continuent à s'organiser, parce que c'est ce dispositif que nous avons mis en place aussi qui a permis de détecter et de mettre à nu certains cas où ça n'a pas bien fonctionné. Peut-être qu'à un moment aussi, il faut penser à dédommager les parents qui se retrouvent en train d'acheter et le matériel arrive plus tard, je ne sais pas. Oui, j'aimerais vraiment aussi lancer un appel aux parents, parce que c'est très important. Au lieu de donner directement des fournitures à leurs enfants, ce serait aussi bien d'aller tout simplement au niveau de l'école ou de faire appel à l'association des parents d'élèves, puisque c'est un mécanisme qui existe au sein de chaque école, et de leur demander où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne la mise à disposition des fournitures qui sont prévues par l'État et qui devraient être mises à disposition par la commune. Parce qu'au-delà de ce que la commune peut faire, quand elle a des difficultés de procédure, il y a toujours un stock de sécurité que le MENA a prévu et que le MENA est encore capable de mettre à disposition de ces enfants-là. Donc, il n'y a vraiment pas lieu ni de s'affoler, encore moins d'aller faire des dépenses supplémentaires, puisque l'État a donné des ressources pour cela. Donc, prenez à tâche, interpellez et organisez, parce que je suis sûre et certaine qu'on pourra trouver aussi, parce que ça va nous aider aussi à organiser au mieux le système. Madame la ministre, il y a quelques questions particulières. Vous pourrez peut-être donner des réponses rapides à ces questions. Gorom Nord, mariage précoce qui compromet un peu le système. Voilà. C'est vrai. Ça fait partie de nos valeurs culturelles et dans cette région du Nord, mais dans d'autres aussi, dans d'autres régions aussi, nous vivons le problème et le phénomène des mariages précoces. Mais ce qui est important, c'est toujours cette éducation qu'il faut absolument continuer à donner à la fois au niveau des comités de gestion qui sont autour de l'école, parce que c'est aussi les parents qui devraient pouvoir aider. Et si une fois que ces parents sont alphabétisés, informés et sensibilisés, je suis sûre et certaine que beaucoup de choses vont fondamentalement changer au niveau, bien sûr, de ces écoles et de cette façon de faire. Tant que le Burkina restera en majorité un pays analphabète, avec une majorité de femmes analphabètes, on parlait de procréation. C'est un phénomène fondamentalement lié. Je suis sûre et certaine aujourd'hui, quand vous regardez les femmes alphabétisées, elles ont très peu d'enfants. Et les femmes qui ont un certain niveau d'éducation ont aussi très peu d'enfants. Et donc, il va falloir mettre l'accent et l'emphase, bien sûr, juste sur l'alphabétisation des femmes, des hommes aussi, mais surtout au niveau de l'organisation de ces COGES, continuer à faire passer l'information. En tout cas, la sensibilisation a beaucoup porté dans beaucoup de contrées, y compris dans cette zone-là, avec le programme Bright, qui nous a permis aujourd'hui, dans plusieurs écoles, d'avoir énormément de filles qui sont allées au niveau du post-primaire. Madame le ministre, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, il a été évident, mais on va quand même aborder ce volet important du personnel, du mouvement du personnel et autres. Mais d'ores et déjà, pour commencer, vous avez un manque à gagner de plus de 1400 enseignants avec les recrutements. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un gros déficit. C'est vrai. Oui, et comment vous allez gérer ça avec les classes qui seront certainement sans enseignants? Parce que ce sont vos projections, c'est des enseignants qui devaient rejoindre des classes. Tout à fait, vous avez raison. On n'a pas eu tout le potentiel que nous avions recherché au niveau avec le ministère, bien sûr, de la fonction publique. Mais il faut reconnaître que l'année dernière, c'est parce que nous avons décidé aussi d'élever à la fois la durée de la formation. Les ENEP ont déjà commencé la formation avec 2 années. Donc cette année, nous n'avons pas un contingent qui est disponible. Donc, ça veut dire que les ENEP, qui sont les ENEP de l'État, n'ont pas eu de contingent cette année. À mettre à la disposition. Exactement. Donc, pour le recrutement. Donc, du coup, on a dû puiser dans les anciens stocks, mais on a puisé aussi au niveau des écoles de formation privées. Exactement. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons encore 1 millier d'enseignants à recruter. Avec le ministre de la fonction publique, nous sommes en concertation avec le ministre de l'économie et des finances pour que nous puissions trouver justement une procédure qui permette
de recruter ce millier d'enseignants-là. Donc, il y aura les mesures nouvelles. Dans le cadre des mesures nouvelles, nous allons pouvoir encore recruter ce contingent. Des classes vacantes par suite de congé de maternité, donc la maîtresse qui est en congé de maternité. Oui, c'est vraiment... ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Parce que assez souvent, quand une enseignante est déjà en grossesse, il y a tout un ensemble de précautions et de dispositifs qui est vraiment mis en place au niveau des circonscriptions d'éducation de base et au niveau de l'école et par le biais du maire, parce qu'on anticipe toujours. C'est une grossesse, quand même 9 mois. Donc, on a vraiment le temps de voir venir. Et puis, il ne faut pas oublier, le rôle aussi de la procréation, c'est un rôle sociétal et c'est un rôle noble. Sans aussi ces femmes-là, la société ne l'allait jamais se perpétuer. Et c'est fondamental. Comment organiser maintenant notre travail pour que ces personnes aussi qui jouent ce rôle-là puissent le jouer dans les meilleures conditions. Et pour nous c'est ça qui est essentiel. Et les dispositifs sont toujours pris parce que nous mettons toujours en place des équipes d'enseignants qui permettent justement à un moment donné, quand il y a une qui prend sa grossesse et qui va pour vraiment la période un peu de congé de maternité, il y a toujours une suppléante ou un suppléant qui prend le relais. C'est exceptionnel vraiment qu'un problème de grossesse pose des problèmes de classe vacante. Madame la ministre, la question des affectations. Quels sont les critères aujourd'hui pour qu'un enseignant ou une enseignante puisse quitter son poste et rejoindre un autre poste souhaité? Oui, il y a plusieurs critères parce que nous avons chaque année, bien sûr, au niveau du ministère, la possibilité est laissée à chaque enseignant et à chaque enseignante pour tout simplement des raisons personnelles, de décider de quitter Ouagadougou pour Bobo Dioulasso ou Bobo Dioulasso pour Gongombili, le village des Bobos. Donc, c'est des choix qui sont laissés à ces enseignants et à ces enseignantes. L'essentiel est de remplir un ensemble de conditions, dont bien sûr la durée. Il faut avoir au minimum 3 ans et sur la base de ça, ceux qui sont recrutés au niveau régional, c'est un minimum de 6 ans. Donc, vraiment pour convenance personnelle, on peut déjà... il y a donc un ensemble d'enseignants et d'enseignantes qui ont la possibilité d'être affectés au lieu qu'ils ou elles ont choisi. Et c'est un comité qui est mis en place et les syndicats même du ministère y participent. Donc c'est vraiment quelque chose de très transparent et de très ouvert. On vous accuse de discrimination. Maintenant, il faut reconnaître, oui, c'est très important aussi. Est-ce que systématiquement, à chaque fois qu'on fait une demande, on peut être affecté? Est-ce que les femmes sont prioritaires aussi? Pas du tout. D'après l'audit et le notre téléspectateur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est surtout pas vrai. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des moments où, effectivement, on a des affectations aussi en cours d'année pour des problèmes, par exemple, de maladie. Parce que vous avez des gens qui ont, par exemple, vraiment des maladies graves. Exemple, voilà, le VIH-Sida, et qui développent des types de maladies qui obligent cette personne-là à être dans des centres où il y a une prise en charge réelle. Et on est obligé, parce que de toute façon, c'est où vous décidez de laisser mourir cette personne, ou vous acceptez de la mettre au moins dans un dispositif minimum pour qu'elle puisse avoir accès effectivement à ses soins. Donc, il y a effectivement ces éléments-là qui font que souvent, il y a des affectations de ce type aussi qui s'organisent. Est-ce qu'il y a aussi le souci de rapprocher, par exemple, les enseignantes de leurs conjoints? Oui, nous avons aussi ce souci-là. Nous, vraiment, comme je dis, nous ne fermons pas les portes parce que il y a ces affectations de type convenance personnelle. Il y a beaucoup de femmes qui décident de rejoindre, par exemple, leur mari et dans les propositions et les lettres de demande d'affectation, c'est effectivement cette raison-là qui est souvent évoquée. Et quand c'est évoqué, nous essayons justement de rapprocher aussi les familles, parce que ça fait partie aussi du principe sur lequel nous essayons de travailler au mieux pour éviter, bien sûr, que les familles se disloquent. 2 autres questions. Le passage automatique pose problème. Oui. Selon... Il n'y a plus de règlement, on ne frappe plus, il n'y a pas de châtiment, il n'y a rien. Oui, bon, en fait, c'est vrai, c'est des messages pertinents, mais je pense qu'il faut regarder tous ces processus et tous ces éléments en termes d'évolution.
quand vous prenez des enfants, que vous les mettez dans une salle de classe et que vous vous dites, il faut les laisser redoubler. Il y a des études qui ont démontré vraiment, et c'est sur plusieurs cohortes et dans plusieurs pays, que le principe de redoublement n'a jamais permis à un enfant d'acquérir des apprentissages meilleurs parce que, au contraire, psychologiquement, ça devient plutôt un handicap. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est de ne pas dire, nous n'allons pas permettre à un enfant de dire que du CP1 jusqu'au CM2, s'il est incapable vraiment de franchir les étapes, nous allons le laisser franchir. Non, nous avons dit tout simplement que au niveau du CP1, par exemple CP1, CP2, ce serait dommage qu'on dise à un enfant de redoubler le CP1. Et ce serait aussi dommage de dire à un enfant de redoubler, par exemple, le CE1 ou le CE2. Il faut quand même que ce soit aux différents niveaux. Donc, nous avons des étapes de CP1 au CP2. Nous disons ça constitue quand même une sorte un peu de niveau et de moule premier d'apprentissage. Et qu'à ce niveau-là, il faut mettre plutôt en place tout un système de tutorat pour permettre aux enfants d'évoluer dans ce processus d'apprentissage. Ensuite, on peut effectivement décider qu'à partir du CP, donc tout le niveau CP, s'il n'arrive vraiment pas du tout à évoluer, il faut absolument accepter qu'à ce niveau-là, il puisse redoubler. Mais pas avant ça. Voilà. Donc, pour nous, c'est aussi comment s'assurer que nous ne faisons pas de l'inéquité, mais surtout nous permettons aux enfants d'avoir quand même une sorte un peu de continuum d'apprentissage, de continuer à apprendre et de mettre en place vraiment un système un peu qui les accompagne, au lieu de dire il faut les faire redoubler, puisque de toute façon les études ont démontré que c'était inefficace. D'accord. Des élèves vont loin pour composer alors que des centres sont à côté. Oui, et ça, je pense que c'est une question et une très belle interpellation, parce que c'est tout simplement une question aussi d'organisation interne. Et je pense que l'ADEC, ça fait partie des aspects sur lesquels, très honnêtement et très sincèrement, l'ADEC, c'est la direction des examens et des concours. Et même l'année dernière, dans le processus de mise en place, bien sûr, de ces centres d'examen, nous avons dû revoir, par exemple, certaines écoles pour pouvoir nous assurer que les enfants n'aillent pas très loin, surtout qu'il y a des espaces vraiment à côté. Mais assez souvent, si ces espaces remplissent les conditions idoines pour pouvoir organiser ces examens, nous ne faisons pas de problème à ce niveau-là. Et je pense que c'est une bonne interpellation sur laquelle nous continuons en tout cas à construire. Et c'est juste le lieu de dire aussi que s'il y a des difficultés à ce niveau-là, faites savoir au niveau de l'ADEC et les mesures sont toujours vraiment prises pour corriger. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les cours du soir Les cours du soir, je voudrais dire tout simplement qu'il y a des études vraiment qui ont montré au niveau du Burkina, parce qu'il y a énormément d'adolescents, il y a énormément d'adultes qui suivent les cours du soir aujourd'hui à Ouaga, mais dans d'autres villes aussi du Burkina. Et le phénomène est tellement important que nous avons décidé d'en faire une étude. Et à la suite de cette étude, en mars dernier, nous avons organisé un atelier justement avec comme objectif d'avoir une feuille de route pour accompagner ce processus vraiment de cours du soir. Parce que nous estimons que c'était encourageant, ça permet, cela veut dire que les gens veulent sortir de l'obscurantisme. Tout à fait. Et c'est vraiment important que le ministère continue de s'engager, et c'est vraiment une dynamique qui a déjà démarré. Mais c'est en même temps une interpellation aussi. C'est généralement ceux qui y sont, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'aller payer les établissements privés ou bien les élèves déscolarisés. C'est-à-dire les déchets du système classique qui se retrouvent là. Donc, c'est encore une interpellation. Absolument. Et nous sommes d'accord avec vous. Et c'est pour ça que pour nous, ça fait partie des espaces que nous construisons aussi pour permettre à chaque type de Burkinabé, quel que soit son niveau, quels que soient ses moyens, quelles que soient ses ressources, qu'il puisse avoir la possibilité aussi d'avoir accès au système éducatif. C'est vrai, c'est à la fois ceux que vous appelez, c'est un mot que j'aime pas, vraiment beaucoup utilisé, les déchets du système éducatif. Je le dis très sincèrement, pour moi, c'est souvent une incapacité
du système éducatif plutôt à s'adapter aux besoins et aux attentes de cette personne. Et donc, il faut que nous puissions trouver d'autres types d'espaces et les cours du soir sont un autre type d'espace pour permettre justement à ce type de personnes d'avoir aussi la possibilité d'apprendre. Mais au-delà de ces gens qui sortent peut-être de l'école primaire et qui n'arrivent pas à réussir, il y a aussi des gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école et qui sont des adultes et qui aimeraient bien apprendre. Mais au-delà, vous savez, il y a aussi d'autres qui viennent pour demander à apprendre l'anglais. Voilà. Ou qui demandent à apprendre le chinois. Parce que ce sont des jeunes commerçants, ce sont des jeunes entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs qui veulent s'ouvrir sur le monde et qui aimeraient bien acquérir vraiment des compétences dans certains médiums. Si vous permettez, Madame le ministre, on va ouvrir la grande page du continuum, le continuum en question. La rentrée scolaire 2013-2014 est marquée par la mise en œuvre du continuum. En termes simples, qu'est-ce que c'est que le continuum? Alors, en termes très simples, le continuum, c'est une vision de la société burkinabé. Je dis bien de la société burkinabé parce que ce continuum, ce sont les députés du Burkina qui représentent le peuple burkinabé, qui ont décidé qu'il faut absolument que l'école burkinabé puisse permettre à chaque enfant burkinabé qui commence déjà son cursus scolaire, du préscolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, d'avoir la possibilité d'apprendre, mais d'avoir surtout une éducation qui soit gratuite. Mais surtout de s'assurer que dans cette perspective-là, cet enfant puisse y rester, donc jusqu'à l'âge de 16 ans, mais que dans ce processus, on puisse lui permettre d'avoir aussi des acquisitions en termes de pré-professionnalisation. Que ce ne soit pas tout simplement que des connaissances type cognitives, mais qu'il y ait aussi des compétences qu'on puisse développer. Mais s'assurer aussi que dans ce processus d'apprentissage, ce soit des valeurs et des valeurs fortes du peuple burkinabé qui soient mises en avant. Exemple, les langues qui représentent la culture du Burkina, que ces langues-là soient prises en compte dans ce processus-là d'apprentissage. Mais au-delà, c'est aussi de dire que si ces enfants, ces adolescents ou ces adultes ont la possibilité d'être là et d'y rester, c'est aussi important qu'on s'assure que quel que soit le pont par lequel on démarre, on ait la possibilité de pouvoir se rencontrer. Vous parliez tout à l'heure des enfants déscolarisés ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Si je démarre dans un centre d'éducation de base non formel, je devrais avoir la possibilité, à un moment donné, de rejoindre le système formel. Ça veut dire qu'il y a une sorte aussi de cohérence qui est recherchée au niveau de ce continuum. Mais ça veut dire aussi que dans la recherche de ce continuum, c'est aussi toute la question de l'adaptation de notre système éducatif par rapport aussi aux enjeux de développement du Burkina. Parce que c'est tout simplement de dire dans quelle mesure les apprentissages devraient être organisés pour nous assurer que chaque Burkinabé qui sort de là, ce soit un Burkinabé qui soit capable d'être autonome pour organiser sa propre vie, aider sa famille, mais surtout accompagner le développement économique et social du Burkina Faso. Donc, le continuum, en termes très simples, c'est ce que ça veut dire. C'est un ensemble. Non, pour faire simple, qu'est-ce qui n'allait pas dans l'ancien système? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien et que le continuum est censé, par exemple, apporter des réponses? Je prends des choses vraiment très simples. Vous savez, vous prenez un enfant qui quitte le CM2, qui fait donc du CP1 jusqu'au CM2. Quand il arrive au CM2, il doit aller en 6e, le système il est complètement différent. On a l'impression qu'il est dans une autre sphère
d'apprentissage. Il n'y a aucune cohérence en termes de lien. Ça, c'est un premier problème. C'est une première difficulté. Et au-delà, reprenez seulement les espaces. Vous savez, aujourd'hui, prenez les enfants qui sont en milieu rural. Ils finissent le CM2, ils sont obligés de faire 10, 15, 20 et souvent 30 kilomètres pour pouvoir accéder à la 6e, à un CG pour faire la 6e. Et malheureusement, je vous assure, et je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai des petites nièces et j'ai eu dans mon village des petites filles qui prenaient des vélos et qui faisaient 10 km à 12 km par jour pour pouvoir avoir accès à la 6e. La première année, ça fonctionnait, mais à partir de la 5e, c'est la moitié de ces filles-là qui n'allaient plus dans le CG. Donc, et ça, je vous assure, ce n'est que... c'est monnaie courante. Si vous interrogez les parents d'élèves, vous allez avoir exactement les mêmes difficultés. Et au-delà, aujourd'hui, écoutez, au-delà des études que nous-mêmes nous réalisons chaque année, parce que l'ADEP organise chaque année aussi vraiment une étude sur le niveau d'apprentissage des enfants. Vous prenez un enfant aujourd'hui au niveau du CM2 et beaucoup de parents d'élèves s'en plaignent en disant « les enfants sortent au CM2, mais je vous assure, ils n'ont aucun niveau. Aucune capacité à écrire, même pas une compétence dans le processus d'écriture d'une lettre. » Vous voyez? Et ça, je trouve que comment on devrait pouvoir prendre à bras le corps une telle question? Si on perd des ressources, si chaque année les enfants et les familles envoient leurs enfants pendant 6 ans pour faire des apprentissages, et au bout du processus, on constate qu'ils n'apprennent pas grand-chose, ça veut dire que cette réforme, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il faut relever d'abord le niveau de formation des enseignants. Et c'est pour ça que cette réforme, elle ne concerne pas seulement, ce n'est pas seulement un problème d'assemblage du préscolaire, du primaire et du post-primaire. Cette réforme, elle implique plusieurs autres dimensions. Il y aura des réformes des curricula? Tout à fait. Il faut absolument que nous sommes dans la perspective de construction d'un nouveau curriculum qui devrait justement prendre les enfants de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Exactement. Et ce processus est en train de se construire aujourd'hui. Mais au-delà, pour nous, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut un nouveau enseignant et une nouvelle enseignante. Parce qu'on ne peut pas non plus élaborer de nouveaux curricula et puis dire que les enseignants, ce sera toujours le même profil pour qu'ils puissent venir mettre en œuvre ce nouveau curriculum. Donc, nous sommes aussi dans la perspective de construction de nouveaux contenus de formation initiale des enseignants et des enseignantes du Burkina, mais aussi de leur formation continue. Madame la ministre, depuis le mois de mai, pratiquement que le décret d'adoption a été pris en Conseil des ministres. Quelles seront les grandes articulations de cette réforme-là? On comprend que c'est un processus, mais comment ça va se passer sur le terrain? Et concrètement, pour compléter, en cette année 2013-2014, qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Oui, pour qu'on sente qu'il y a le continuum qui est enclenché. Alors, cette année, particulièrement, nous avons décidé au niveau des 3 ministères, parce que c'est aussi ça qui fait que c'est une question gouvernementale. C'est le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, mais c'est aussi le ministère des enseignements secondaires et supérieurs, et bien sûr le MENA, qui, de façon conjointe, ont mis en place un comité interministériel qui s'est occupé de réfléchir sur le cadrage de ce continuum. Comment nous allons nous organiser, puisque le décret lui-même stipule qu'il faut le faire de façon progressive et de façon inclusive. Ça veut dire tout simplement qu'il faut à la fois que nous puissions communiquer avec l'ensemble des acteurs de la société burkinabé, je dis bien de la société burkinabé, mais il faut aussi que nous puissions, dans ce processus-là, organiser par étapes. Parce que le décret dit c'est jusqu'en 2016. Donc jusqu'en 2016, ça veut dire tout simplement qu'il faut que chaque année, nous puissions avoir des étapes sur lesquelles nous devrons vraiment tabler. Et cette année, c'est seulement 260 CG
qui vont pouvoir vraiment être transférés au niveau du MENA, en se disant aussi que dans ce processus, c'est à la fois les infrastructures, mais c'est aussi le personnel qui va être transféré. Mais pour nous, nous allons de façon progressive, parce que c'est ce que nous estimons, et après discussion, bien sûr, avec tous les acteurs du ministère, des 3 ministères, mais aussi les partenaires, parce que tous les partenaires sociaux étaient là. C'est vraiment avec des interpellations fortes pour dire la meilleure façon d'avancer, c'est vraiment de le faire de façon progressive. Et cette année, nous allons laisser et le Massin et le MES organiser la rentrée comme ils le faisaient d'habitude. Et après, à partir du mois de janvier 2014, nous allons, au niveau du MENA, bien sûr, à la fois faire ce transfert maintenant des infrastructures et ce transfert aussi du personnel. D'accord. Les MENA se retrouvent du coup avec et les préscolaires et les postes primaires. Est-ce qu'il y a un dispositif institutionnel qui est mis en place pour accueillir tout à fait. Tout ça? Absolument. C'est une très belle question pertinente parce que nous avons revisité l'organigramme pour nous assurer justement que nous allons à la fois disposer d'espace pour pouvoir accueillir ce nouveau personnel institutionnellement parlant, nous assurer aussi que nous allons avoir des profils pour pouvoir gérer ce nouveau personnel que nous allons vraiment accueillir, mais nous sommes allés au-delà, parce que pour nous, c'est aussi toute la concertation et c'est tout le travail que nous faisons à la fois avec la fonction publique, mais aussi avec le ministère de l'Économie et des Finances, pour nous assurer aussi que nous puissions disposer de ressources financières pour pouvoir organiser tout ce processus. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez véritablement les moyens de mise en œuvre de cette réforme? Est-ce que les moyens matériels, financiers, autres, ça suit? Madame la ministre, il faut combien pour tout ça? Vous avez 3 ans pour la mise en œuvre. C'est ça. Voilà. Pendant 3 ans, qu'est-ce que le budget de l'État doit injecter pour que nous réussissions véritablement? Oui, nous avons fait, comme je disais au départ, une note de cadrage. Et cette note de cadrage, avec l'ensemble des acteurs, a permis déjà d'indiquer un budget de 64 milliards de francs CFA. Parce que il y a plusieurs compartiments, bien sûr, dont il faut tenir compte. C'est à la fois le personnel, c'est à la fois aussi les infrastructures, mais c'est à la fois toute la question de la qualité en termes de construction de ce continuum, à la fois donc au niveau curriculaire, mais aussi au niveau de la formation des enseignants et des enseignantes. Et c'est ce que je dis au niveau du MENA, si nous devons accueillir, et c'est ce qui est en train de s'organiser actuellement, nous avons pratiquement fait et organisé dans chaque conférence annuelle cette année, que ce soit au niveau des gestionnaires des ressources financières du MENA, que ce soit au niveau des inspecteurs, donc le personnel d'encadrement, mais aussi au niveau des enseignants, ce qui est essentiel pour nous, c'est de leur dire, vous allez accueillir à la fois le préscolaire, mais le post-primaire. Quelles sont les implications? Quelles sont les implications à la fois au niveau organisationnel, au niveau administratif, mais aussi au niveau de la qualité qui vont vous interpeller? Comment vous devez vous organiser pour pouvoir accueillir effectivement ce continuum? Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs au niveau du MENA aujourd'hui ont produit comment ils se voient dans ce processus de projection et qu'est-ce que ça implique à leur niveau. Parce que pour pouvoir faire un encadrement de qualité d'un enseignant par un inspecteur qui va prendre à la fois le préscolaire mais le post-primaire, ça veut dire tout simplement qu'il faut fondamentalement que l'auto-formation, mais que les espaces de formation que nous avions l'habitude d'organiser, nous puissions encore davantage réorganiser ces espaces-là pour les permettre justement d'avoir le niveau requis pour organiser et accueillir, bien sûr, ce préscolaire et ce post-primaire. Et ça, c'est déjà en construction. Maintenant, dans vos discours, excuse-moi, dans presque tous vos discours, lorsqu'on parle du continuum, on entend beaucoup plus le primaire et le post-primaire. Il a été établi que le préscolaire est la vraie voie d'entrée aujourd'hui dans le système éducatif. Vous n'en faites qu'à très peu
Dans votre discours de rentrée, vous avez signalé la construction prochaine de 233 collèges seront érigés en lycée, 45 collèges seront construits et 2 lycées dans la région du centre. Mais le préscolaire, véritablement, on n'entend pas parler. Nous avons un taux de 3%. Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est un luxe, pardon? Ah non, ce n'est surtout pas un luxe. Ce n'est surtout pas un luxe. Parce que, comme elle dit si bien, le préscolaire, c'est vrai, ce sont les fondamentaux. Un enfant qui a la chance d'aller à l'école à partir de 3 ans, vous avez la chance de construire un homme ou une femme de demain qui a les premiers prérequis, parce que c'est vraiment l'espace d'éveil. Et c'est à partir de là déjà que nous formons une sorte un peu de personnalité. Et c'est fondamental parce que ça lui permet ensuite d'acquérir les autres acquisitions qui sont prévues aux différents niveaux. Donc pour nous, le préscolaire constitue vraiment une des priorités. C'est pour ça que de 3%, nous avons planifié au niveau du PDCEB d'arriver à 25% d'ici 2020. Donc c'est tout simplement pour vous dire que le processus concerne à la fois le préscolaire, mais il concerne aussi le post-primaire. Nous n'occultons aucun. Et cette année, on a encore prévu de construire des bisongos, des centres d'éducation aussi de base au niveau de ce préscolaire, mais surtout aussi de réfléchir, parce que c'est aussi ça. Pour nous, c'est quand on voit aujourd'hui qu'on demande aux parents qui voudraient amener leurs enfants dans le préscolaire, qu'on leur demande entre 50 000 et 30 000 francs CFA par an, nous disons ce système-là, il n'est pas encore accessible aux petits Burkinabés. Parce que c'est 44% aussi de Burkinabés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au Burkina Faso. Et c'est pour ça que le gouvernement du Burkina Faso a décidé qu'il faut que ce soit la gratuité qui soit mise en avant en ce qui concerne l'éducation de base. Et quand on dit l'éducation de base aujourd'hui, c'est du préscolaire au post-primaire. Donc, je trouve que c'est une excellente question sur laquelle vraiment vous êtes revenu. Pour bien comprendre le continuum des cas précis, oui. Un lycée qui comprenait des classes de la 6e jusqu'en terminale. Désormais, les classes de 6e à la 3e vont revenir au MENA. Alors, une réorganisation des établissements s'impose. Quelle relation entre le post-primaire, le primaire, le préscolaire? Le MENA est-il préparé, par exemple, à gérer des professeurs de collège? Comment, de façon structurelle, institutionnelle, va se construire le continuum? Et pour que ce ne soit pas une superposition d'écoles, mais un système cohérent, structuré et efficace, comme vous le dites. Non, c'est une très belle question. Et je vous assure que le MENA y a réfléchi parce que tout simplement, ça fait partie aussi des planifications au niveau décennal. Le PDCEB aujourd'hui, qui est notre instrument de planification pour les 10 prochaines années, a prévu dans son volet qualité que les écoles de formation des enseignants et des enseignantes, ce ne seraient plus des écoles de formation, mais ce seraient des instituts de formation, pour tout simplement prendre en charge déjà ces volets-là de personnel d'encadrement qui vont être formés. Et ces nouveaux enseignants, donc ce nouveau profil d'enseignants qui vont sortir de là. Donc, pour nous, au niveau du noyau pédagogique et de la façon d'organiser le renforcement des capacités et la construction des capacités, elle est déjà là. Parce que ce sont ces instituts, ce sont ces écoles de formation qui vont tout simplement devenir des instituts de formation pour pouvoir mettre à disposition des ressources humaines qui vont pouvoir prendre en charge, bien sûr, la formation à la fois au niveau des enseignants et des enseignantes, mais surtout aussi au niveau du personnel d'encadrement pédagogique. Vous parliez du fait que les lycées qui ont aujourd'hui à leur sein des collèges, je disais que ce transfert, le gouvernement du Burkina Faso a décrété que ce transfert doit se faire de façon progressive. C'est tout simplement se dire qu'aujourd'hui, les collèges qui sont encore dans ces lycées resteront bien sûr des collèges dans ces lycées, mais de façon progressive. Chaque année, d'ici les 3 prochaines années, puisque l'idée c'est que nous allons nous réorganiser pour pouvoir trouver des espaces
Et ces espaces, ça veut dire que nous allons construire des infrastructures et que nous allons libérer certains espaces pour pouvoir justement prendre en charge ces espaces, donc ces collèges-là, à ce niveau, et permettre aussi à l'équipe de l'enseignement secondaire et supérieur de pouvoir récupérer ces espaces qui étaient des anciens CG pour les ériger en lycée. Parce qu'il faut reconnaître aussi, et c'est ce qui malheureusement n'a pas toujours fonctionné, il faut avoir une sorte de vision holistique du système éducatif. Il ne faut pas saucissonner le système éducatif, parce que si on continue à le saucissonner, on continuera toujours à avoir ce problème de pléthore, aussi à partir, bien sûr, des lycéens. Donc, à partir de la seconde, on aura encore ce problème pléthorique. Donc, pour éviter ça, nous avons décidé justement d'aller progressivement, mais justement de récupérer au fur et à mesure que nous construisons ces 6e, 5e, 3e, et permettre justement à l'autre pan du système de pouvoir récupérer les CG qui étaient là. Dans les espaces des anciennes écoles primaires que vous allez ériger ces CG, vous allez trouver d'autres espaces, de telle sorte que l'enfant ne se sente pas dépaysé, comme vous l'avez dit. Absolument. Et c'est cet espace-là que nous avons appelé justement les espaces intégrés. Parce que pour nous, il faut que ce continuum, il se construise. C'est vrai que dans un premier temps, ce sera une sorte d'assemblage. C'est du préscolaire au post-primaire. Donc, nous allons voir au niveau des écoles primaires, par exemple, qui ont encore de l'espace, où on peut avoir à la fois des bisongos ou des centres d'éveil éducatifs qu'on devrait pouvoir mettre dans ces écoles primaires qui ont vraiment de l'espace. Mais au-delà, c'est de trouver aussi, au niveau de ces mêmes écoles primaires qui ont de l'espace, dans les villes, par exemple, nous avons décidé de construire en hauteur pour tout ce qui concerne, par exemple, les CG. Nous allons construire en hauteur, mais les enfants vont pouvoir se retrouver dans le même espace. Et ça évitera justement ce que vous disiez tout à l'heure, ces grossesses précoces qui font que souvent, par exemple, certaines filles, c'est parce qu'elles ont dû quitter très tôt leurs parents et aller être confiées à d'autres familles qu'elles ont vraiment pu aussi avoir ces grossesses précoces et ne pas pouvoir poursuivre leur cycle éducatif. Madame le ministre, le continuum a eu une histoire. D'autres ministres bien avant vous ont travaillé sur ce dossier. Nous les avons interviewés. Je vous invite à les suivre. Merci. La loi d'orientation a consacré une structuration de notre système éducatif formel qui comporte l'éducation de base formelle, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. Et en d'autres termes, ces différents niveaux-là correspondent à des cycles terminaux. D'où l'importance d'avoir des continuums. Et l'éducation de base est un niveau, et si vous voulez, qui correspond à un continuum. Et au terme de la loi d'orientation, l'éducation de base formelle comprend le préscolaire ou la petite enfance, le primaire, l'enseignement secondaire, et cette même loi dit que l'enseignement primaire et l'enseignement et le post-primaire constituent l'enseignement de base obligatoire et gratuit dans notre pays. La mise en œuvre d'une politique éducative forcément doit se faire selon une vision. Et cette vision, à tout moment, à mon sens, doit faire en sorte qu'on puisse y avoir toute la cohérence nécessaire. Aujourd'hui, comment on peut comprendre qu'un pan de cette éducation de base soit au ministère de l'Éducation nationale, un autre pan au ministère de l'Action sociale et puis un autre pan au ministère... Voilà. Il n'y a pas de logique. Un système éducatif n'a d'autre finalité que de préparer les nouvelles générations à assumer, les générations montantes à assumer leurs responsabilités de demain. Et partant de ça,
toutes les réformes, bien sûr, visent bien sûr un projet de société. 6 ans ne suffisent pas pour qu'un enfant ait les compétences de base minimales pour s'insérer dans la vie professionnelle, encore que le travail des enfants est interdit. Parce qu'à la fin du cycle primaire, l'enfant n'a que 12 ou 13 ans. Pour que ça réussisse, il faut effectivement que la mobilisation sociale permette de faire en sorte que les partenaires sociaux, que les acteurs de terrain, je vais parler donc des enseignants comme les encadreurs, le comprennent et que tout le monde va dans le même sens. Les résistances que nous observons lorsqu'il s'agit de parler de la question du transfert de ces deux niveaux-là sont dues à la fois à des raisons subjectives et des raisons objectives. Il est évident que ça dérange et ça ne peut pas déranger puisque quand on a séparé, il y a eu un certain nombre d'attitudes qui se sont installées et même qu'il y a des compétences spécifiques qui ont été créées. Maintenant, remettre tout cela ensemble, bon, quelque part, il y a des gens qui peuvent ressentir qu'il y a des désagréments. Ben, l'un dans l'autre, je crois que le décideur qui l'a fait dans un souci de meilleure efficacité. L'État décide aujourd'hui, pour des raisons d'efficacité et de pertinence de notre système éducatif, de revoir un peu la restructuration. Vous comprenez qu'il y ait des résistances objectives parce que ce n'est pas simple. Et les acteurs du système éducatif ont peur de l'inconnu. Qu'est-ce que ça va donner? Mais je pense qu'il faut regarder froidement les problèmes qui se posent et puis ensemble discuter pour apporter des éléments de réponse. Bon, maintenant, si les gens dedans ne voient qu'est-ce que je gagne et ils ne voient pas qu'est-ce que ça peut profiter à notre système éducatif, et là c'est faussé et on va au bout du compte se retrouver, comme je l'ai dit, avec certaines autres réformes précédentes que nous avions entreprises, mais malheureusement à un moment donné on a été obligé de les abandonner, même souvent sans les évaluer. Voilà, Madame le ministre, réaction d'abord à ce que vos prédécesseurs ont dit. Oui. Oui, je voudrais vraiment vous féliciter d'avoir pu, en tout cas, interviewer ces anciens ministres, parce que ça donne aussi toute la perspective historique de ce continuum. Et je voudrais surtout vraiment prendre à mon compte les commentaires qu'ils ont faits, parce que le ministre Banro a beaucoup plus insisté sur la vision de ce continuum, sur l'objectif de ce continuum, comment s'assurer que la société burkinabé puisse disposer de ressources, mais de ressources compétentes pour pouvoir assumer, en tout cas, les responsabilités qui vont être les responsabilités des hommes et des femmes de demain. Et c'est pour ça que dans cette loi d'orientation, il est aussi dit que ce sera un Burkinabé créateur, c'est un Burkinabé qui va pouvoir prendre son autonomie, mais c'est un Burkinabé qui va à la fois s'autogérer, mais aussi gérer la société burkinabé et le développement économique et social du Burkina. Et je crois que ça, c'est vraiment une belle vision qu'il a mis ici en exergue. Et pour nous, il a donné surtout toute la perspective historique, mais particulièrement la finalité intrinsèque qui est recherchée au niveau de ce continuum. Mais est-ce que finalement, peut-être à la base, ce n'est pas pour régler un problème de financement de l'éducation qui amène par exemple à aller au continuum? Par exemple, on sait que le PEDEB a permis de booster l'éducation au niveau du primaire, l'enrôlement massif d'élèves. Très vite, le problème s'est posé au niveau du secondaire. Il fallait un continuum dans les investissements pour le développement de l'éducation au niveau du secondaire. Ça a mis du temps à venir. Est-ce que ce n'est pas pour faire bénéficier au poste primaire les investissements massifs du PEDEB et aujourd'hui du PEDCEP, la dynamique engagée au primaire, que l'on s'est dit, bon, et si l'on mettait le post primaire et le préscolaire dans le même sac, du coup, ça règle le problème de la gratuité de l'éducation
qui est revendiqué par la société civile qui veut que ça soit gratuit de 3 à 16 ans. Oui, merci. C'est un excellent commentaire que vous venez de faire, mais je voudrais juste vraiment resituer toute la dynamique au niveau de cette loi. Parce que c'est fondamental, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement la société civile burkinabé, mais ce sont les élus du peuple burkinabé. C'est la loi d'orientation qui a été quand même promulguée par des députés. Donc, c'est les représentants de la société burkinabé qui ont promulgué cette loi. Et au-delà, pour moi, ce qui est essentiel, ce n'est pas de dire que c'est pour régler un problème de ressources financières. Parce que, très sincèrement, quand nous regardons la perspective historique, quand nous démarrions le PDEB, à la limite, les financements apportés par le gouvernement du Burkina, c'était à peine 60%. À peine. Je dis bien à peine. Parce qu'à l'époque, l'étude sur les indicateurs de droit à l'éducation avait démontré par A plus B qu'avec ce système de financement, le Burkina n'était pas un pays qui devait pouvoir prendre à bras le corps un domaine régalien comme l'éducation. Et parce que justement, c'était à plus de 40% l'apport extérieur, ce qui mettait à mal les orientations stratégiques au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 22% de la contribution des partenaires techniques et financiers. Regardez le bond qualitatif au niveau de l'apport du gouvernement, donc du budget de l'État burkinabé au niveau du système éducatif. C'est tout simplement énorme. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de financement. C'est beaucoup plus une question de recherche de la qualité et de l'efficacité interne et externe. Parce que vous avez entendu la ministre Bonkungu, ce qu'elle a dit, c'est très, très important en resituant cette loi, mais en disant surtout les différents échelons. Elle a cité les différents échelons que cette loi devait pouvoir prendre en compte au niveau du système éducatif, mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il faut aller plus loin. Parce que cette loi a aussi décidé que ce n'est pas seulement le préscolaire, le primaire ou le post-primaire, mais c'est aussi l'éducation non formelle. Vous voyez, c'est toute cette notion d'équité et toute cette notion aussi de justice sociale. Parce que c'est la majorité du peuple burkinabé qui n'avait pas la possibilité aussi d'être reconnu dans ce système éducatif, que cette loi-là est venue vraiment mettre en exergue et mettre en valeur. Nous allons peut-être suivre à cette étape de l'émission les préoccupations, les questions et bien entendu les commentaires des auditeurs et des téléspectateurs qui ont été recueillis pour nous ici par Nathalie Kaori.